Bienvenue dans Autrement Politique, l'espace où l'actualité se décortique autrement. Aujourd'hui, nous allons interroger deux dynamiques majeures. D'abord, le système de parrainage citoyen au cœur de toutes les attentions. Ensuite, l'intensification des missions internationales dans le pays. Que traduisent-elles réellement? On en parle tout de suite dans Autrement Politique, l'émission pour vous, pour nous, pour tous. C'est un filtre qui divise, pour certains un gage de sérieux, pour d'autres un outil d'exclusion. Que faut-il penser du parrainage citoyen en période d'élection? Décryptage tout de suite avec Madame Nana Fadiga, vice-présidente du PDCI RDA et haut conseiller du district d'Abidjan, et l'honorable Jean-Michel Amankou, député d'Agny-Bilécro sous-préfecture et membre du bureau politique du PDCI RDA. Bonsoir très chers invités. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Avant d'aborder le premier thème de notre échange, j'aimerais vous demander de partager avec l'ensemble des téléspectateurs le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Vous commencez par moi, là. Allez-y. Je voudrais, avant tout propos, vous remercier de l'opportunité que vous me donnez pour échanger sur l'actualité politique. Alors, pour être assez direct, le fait qui m'a personnellement marqué ces temps-ci, c'est notre sortie à la session, à la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Voilà, je pense que c'est un fait marquant, un fait politique très marquant et qui consacre notre volonté d'une démocratie saine, d'une démocratie juste en Côte d'Ivoire. Merci honorable. Madame la vice-présidente. Merci. Le premier, c'est l'accident malheureux qui impliquait l'artiste Mollard où une jeune femme a perdu la vie. Elle attendait un enfant. C'est des questions qui ramènent à la sécurité routière et surtout à l'implication de la responsabilité publique. Et en passant à la compassion des victimes. Le deuxième, c'est l'événement que nous, les femmes engagées, avons marqué cette semaine en interpellant les pouvoirs publics, surtout le pouvoir. Nous avons demandé que le processus électoral soit pacifique, inclusif et cohésif. Le troisième, surtout, le plus important, en fait, évidemment, tout est important, l'arrestation de deux jeunes, de nos trois présidents leaders de la jeunesse. On ne sait pas pourquoi. Ils ont été incarcérés depuis cette semaine. On ne sait même pas quand est-ce qu'il y aura lieu le procès. On se demande vraiment où est-ce que nous allons. Merci Madame la vice-présidente. En attendant que la lumière soit faite sur la situation de ces jeunes, nous parlerons aujourd'hui, comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, du parrainage citoyen en période électorale. Alors, honorable, on aimerait savoir si ce système de parrainage est une avancée démocratique ou au contraire un filtre déguisé à des fins politiques. Écoutez, la question est très pertinente, mais je voudrais avant rebondir un peu sur les faits marquants qui ont été énoncés tout à l'heure par la vice-présidente, pour dire tout simplement que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sortie des députés de l'Assemblée nationale lors de la clôture de la session dénote de cet engagement de faire en sorte que les libertés individuelles et collectives soient respectées et faire en sorte également que les principes démocratiques en Côte d'Ivoire puissent être respectés. C'est toutes ces dérives-là que nous dénoncions et qui ont amené, bien entendu, le groupe parlementaire à agir ainsi. Donc, c'est pour dire tout simplement que je rejoins plus ou moins Madame la vice-présidente sur tous ces faits qui ont été énoncés. Alors, pour répondre à votre question relativement au parrainage citoyen initié par la Commission électorale indépendante, vous convenez avec moi qu'au regard de l'article 54 du Code électoral qui organise le parrainage citoyen, il y a des principes qui ont été élaborés. Il y a le décret d'application qui donne les modalités, du recueil des signatures au niveau du parrainage citoyen. Alors, dans le cheminement, dans le mode opératoire, nous a été donné de constater des entorses de la Commission électorale qui s'érige plus ou moins en juge d'éligibilité. Vous convenez avec moi que lorsqu'on nous dit que pour le retrait de tout ce qui est outil pour mener à bien cette opération, il faut d'abord remplir une fiche d'engagement
Le candidat à la candidature doit remplir une fiche d'engagement. Et au regard de cette fiche d'engagement, il y a un certain nombre de rubriques qu'il faut remplir. Et je dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'on demande tout simplement au candidat à la candidature de donner, son numéro de carte d'électeur, etc. Or, vous convenez avec moi qu'avec tout ce qui se passe sur le plan politique, nos candidats ont des difficultés, surtout les candidats de l'opposition, qui ont été injustement radiés de la liste électorale. Donc, in fine, en filigrane, on a le sentiment que c'est une façon plus ou moins implicite de consolider la radiation de nos leaders sur la liste électorale. Donc, c'est vraiment un filtre. C'est vraiment un filtre pour nous, en tant qu'opposants, opposition. Et nous pensons que ce n'est pas du tout intéressant. Il faut toujours respecter le mode opératoire qui a été établi depuis le décret de 2020 par rapport au code électoral, au regard de l'article 54 qui donne les modalités d'application, comment est-ce que nous devons mener le parrainage. Et dans les années antérieures, il n'était pas question de procéder ainsi. Donc, nous craignons que ce soit véritablement un filtre. Nous craignons également que ce soit une façon de consolider la radiation de nos leaders. Et je pense que nous en appelons à la Commission électorale indépendante de revenir à l'orthodoxie de la légalité pour que l'opération se passe sereinement et de façon très démocratique et transparente. Merci, honorable. Madame la vice-présidente, est-ce qu'au-delà des éléments cités par l'honorable Amankou, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui suscitent des questions concernant le processus de collecte du parrainage citoyen? Oui, je vous remercie. Effectivement, je suis d'avis sur ce que l'honorable vient de signaler. Il faut simplement signifier que le parrainage n'est pas nouveau. Il existe depuis 1994, mais c'est simplement sa forme actuelle qui pose problème. Sa forme actuelle. Effectivement, comment collecter? Comment ils collectent? C'est l'opacité autour de cette activité qui pose problème. Alors nous demandons au pouvoir de clarifier exactement, effectivement, ce processus-là. À l'époque, effectivement, c'était un parrainage électoral, c'est-à-dire c'était les députés qui devaient donner, les élus, pardon, qui devaient donner leur parrainage. Aujourd'hui, ils introduisent le parrainage citoyen. Mais c'est trop. Avec 1% du code électoral par candidat, par région. 31 régions, plus 2. Mais et les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée et les indépendants qui ne sont pas représentés sur le territoire, comment ils font? Vraiment, il y a trop de questions et on voudrait que ce soit éclairci. Est-ce que ce processus, ce système de collecte des parrainages n'est pas fait de sorte à garantir que le président élu soit représentatif justement des électeurs? Absolument, mais la forme actuelle filtre, justement, veut biaiser l'élection, veut biaiser le système électoral en lui-même. Vous savez, dans le mode opératoire qui est prévu par le code électoral, vous saviez que la notion de coordonnateurs centraux, des coordonnateurs centraux, des collecteurs régionaux, ainsi que les collecteurs délégués sont prévus. La création est prévue par le code électoral. Ce qui est gênant dans l'affaire, c'est que dans l'opérationnalisation de cette activité, il y a l'insertion c'est vrai, il y a le volet électronique, mais il y a l'insertion des terminaux mobiles, qui sont pour les données biométriques des électeurs qui veulent bien parrainer, je veux dire, les candidats à la candidature. Et à ce niveau, quand vous regardez les renseignements, les données personnelles de ces électeurs, nous avons le sentiment qu'on ne dirait pas un filtre. On a le sentiment que c'est une élection déguisée qui ne dit pas son nom pour peser. Je veux dire, sinon pour apprécier véritablement la machine qui est peut-être mise en place pour consolider je veux dire, l'électorat je ne sais pas de quel parti. Et c'est vraiment inquiétant. Nous estimons que nous avons les fichiers Excel qui existent.
C'est vrai que les terminaux mobiles ont pour vocation de consolider, etc. Mais aujourd'hui, avec la difficulté que nous avons dans nos localités où il n'y a pas toujours le système informatique, d'Internet, etc., il y aura forcément des difficultés. C'est vrai que lorsqu'on est coincé quelque part, il faut aller de façon manuelle. Mais tout ça, c'est fastidieux. Il y a un flou artistique, il y a de la difficulté et puis il y a de la formation. La formation, ce n'est pas à quelques mois des élections qu'on va faire une telle formation avec une telle complexité d'action à mener. Parce qu'il faut former les collecteurs de régionaux, il faut former les collecteurs délégués. Ça prend du temps. Je pense qu'il faut faciliter la tâche aux candidats à la candidature de collecter, les signatures, les parrains, les potentiels électeurs qui veulent parrainer sa candidature, il y ait une certaine facilité, une certaine flexibilité. C'est ça notre inquiétude. La deuxième chose, c'est que ce qui nous inquiète, c'est que aucun État ne vient nous tasser. Nous sommes dans une organisation régionale qui est la CEDEAO. Et à son article 5, relativement au protocole pour la bonne gouvernance et la démocratie, nous dit qu'il est interdit de chambouler, d'apporter une touche sensible, au principe de gestion des élections à 6 mois des élections. Malheureusement, c'est ce qui est, puisque nous introduisons des données qui font entorse au potentiel candidat à la candidature. Donc, nous disons tout simplement qu'il faut revenir à l'orthodoxie du code électoral, le regard 154 et du décret d'application, pour que nous puissions, comme il a été toujours, ressasser les signatures convenablement, sans pression, pour que, une fois déposé à la Cour constitutionnelle, que la Cour constitutionnelle puisse trancher la notion d'éligibilité et non la commission électorale indépendante de traiter la question d'éligibilité parce que cela ne relève pas du tout de ses compétences et malheureusement, elle outrepasse ses prérogatives. Vous avez parlé de la formation des collecteurs, des parrainages citoyens. C'est ça. Est-ce qu'au-delà de ces acteurs, les électeurs eux-mêmes ne nécessitent pas une certaine formation, une certaine éducation sur le rôle et les conséquences du parrainage citoyen? Oui, c'est une question très pertinente. C'est pourquoi je dis que la commission électorale indépendante devrait pouvoir agir en tenant compte du niveau des populations, du niveau d'acclimatation de cette opération des populations. Vous avez la majorité de nos populations, surtout en zone rurale, qui sont des populations très analphabètes, où une tierce personne peut se retrouver pour dire bon, donne-moi ta pièce, et puis bon, il peut y avoir des doublons, etc. Parce que les populations peuvent être victimes de dol d'un certain nombre d'acteurs politiques. Donc, il serait intéressant de tenir compte de cela. D'autant plus que dans les dispositions qui ont été prises par la commission électorale indépendante, tout électeur qui attribuera 2 parrainages sera sanctionné, quand il est passible de poursuites judiciaires et peut-être condamné. Donc, dans le cas d'espèce, il sera plus intéressant, à mon humble avis, d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une certaine flexibilité. Parce que lorsqu'il y a une certaine complexité, comme l'a dit tout à l'heure Mme la vice-présidente, il y a une certaine opacité, il y a une certaine dureté du process. Bien évidemment, c'est comme si nous créions des obstacles au potentiel candidat de pouvoir, réunir le maximum, c'est-à-dire les 1% sur des régions, je crois des 16 régions, et plus le district, à peu près 17 régions qui sont où il faut recueillir 1% de l'électorat. Donc, pour vous dire, pour me résumer, c'est une opération, à mon humble avis, qui, au regard du temps imparti, paraît très complexe et difficile à réaliser, je pense. Merci, honorable. Madame la vice-présidente, 1% de l'électorat dans les 50 régions, dans 50% des régions et dans les 2 districts autonomes, ça paraît, c'est un chiffre qui est décrié par l'opposition. Est-ce par manque de confiance vis-à-vis de sa base électorale ou c'est par crainte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de fraude? Je vous remercie. Je voulais revenir un peu effectivement sur la collecte biométrique. Allez-y. Vous savez, si la collecte semble en ce moment encadrée, mais c'est tellement mal expliqué que le citoyen ne sait pas de quoi il trame, qu'est-ce qu'il doit faire. Le citoyen ne sait pas que si il donne sa signature à un éventuel électeur, qu'il ne peut pas encore soutenir un autre candidat. Parce qu'on peut aller le démarcher, si vous permettez le mot, et ce n'est pas son choix.
ce premier choix, ce premier contact qu'on vient, oui, viens, on va te remettre à peu près une certaine somme et il donne sa signature, on le fait signer. Comme c'est quoi, on a l'impression, on voit en ce moment des gens qui sont sur le terrain, qui sont en train de dire qu'ils vont collecter des signatures, alors que les partis politiques, comme surtout le PDCI, RDA, a donné un mot d'ordre, on ne parrainera aucune autre candidature que celle de notre président, qui est Cheikh Tidiane Thiam. Et donc, ce pourcentage d'1%, moi, je ferais la proposition. D'abord, c'est un peu trop. Parce que sur tout le territoire, toutes les parties, en fait, pour instaurer, il faut quand même instaurer une démocratie dans ce système-là. On ne voit pas comment tous les candidats à la candidature pourront être représentés sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu trop tiré par les cheveux. Et ils veulent simplement, c'est un verrouillage, ils veulent verrouiller le système politique concernant la collecte et le parrainage. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut faire une analyse systémique du volume d'électeurs. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à près de 8 millions, je crois, 500 000 électeurs, 700 000 électeurs, je crois, à peu près. Il y a eu un gap de près de 8,52% par rapport à la précédente. Donc, il est important de comprendre que l'électorat a évolué. Donc, il y a plus de boulot à faire. Les 1%, c'est vrai, c'est prévu par le dispositif légal. Là, on n'en discute pas du tout. C'est les 50% des régions, donc la moitié. 1% d'électorat par région choisi. Donc, à ce niveau, j'estime que, quand même, pour être candidat, comme on le dit, l'objectif du parrainage, c'est d'avoir le minimum d'audience, le minimum de crédibilité pour participer à l'élection présidentielle. Mais le plus important, c'est de faire en sorte que le processus de recueil des signatures qu'il puisse avoir une certaine flexibilité et qu'on évite d'introduire dans le dispositif de modalités des conditionnalités qui bloquent le process et qui font entorse aux libertés individuelles et collectives. Parce que nous estimons que quelqu'un qui est candidat, qui veut être candidat, au niveau de la CEI, il doit pouvoir avoir accès à tous les outils nécessaires pour pouvoir recueillir les signatures des électeurs qui veulent bien le parrainer. Et quant à l'appréciation de l'éligibilité, cela revient, je pense, à la Cour constitutionnelle d'en apprécier et non à la Commission électorale indépendante qui, déjà en amont, commence déjà à mettre des balises à ce niveau. C'est ça notre difficulté. La deuxième des choses aussi, j'ai le sentiment qu'il y a un véritable embryo parce que nous sommes après tout dans un environnement politique. Et vous avez les grands partis politiques de l'opposition qui ont leurs candidats qui ont été, je dirais, injustement radiés de la liste électorale, et le parti au pouvoir qui jusque-là n'a pas encore de candidat. Et nous lançons une opération de cette nature avec des deadlines de la Commission électorale indépendante qui, à la limite, si moi, je n'ai pas mon candidat sur la liste électorale et que je donne mes coordonnateurs régionaux, etc., et que je ne peux pas remplir convenablement la liste d'engagement qui est d'abord le préalable pour avoir accès aux outils de recensement, si moi, je n'ai pas de candidat en tant que parti politique, donc je ne peux pas aussi avoir accès à cela, pourtant on donne un deadline de dépôt de la liste des coordonnateurs centraux, des coordonnateurs régionaux, et même que les coordonnateurs délégués, évidemment, on a le sentiment que tout le monde est exclu. Nous faisons des élections pour des partis politiques, nous faisons des élections pour des candidats. Donc, tout cet embryo, on a le sentiment qu'il y a un schéma obscur que nous n'arrivons pas à maîtriser et qui fait en sorte que nous sommes tous craintifs de l'avenir quant aux élections, à des élections crédibles, transparentes et où les résultats sont acceptés par tous. Nous demandons à la CEI de revenir à l'orthodoxie et d'abord d'avoir un comportement citoyen qui consiste à prendre en compte toutes les aspirations des partis politiques et de la société civile qui ont souhaité qu'ils puissent avoir une RLE en 2025. Parce que lors d'un atelier qui a eu à Yamoussoukro, je crois en 2020, si ma mémoire est bonne, les partis politiques ont convenu de ce que chaque 2 ans, il devait avoir une RLE et au besoin lors de l'année électorale. Nous sommes en année électorale, une année charnière pour la Côte d'Ivoire. Nous avons connu des affres des élections antérieures. Il est important que tous les Ivoiriens puissent participer au jeu démocratique au travers des élections. Malheureusement, en 2024, il y a eu l'enrôlement. En 2025, l'enrôlement était prévu parce qu'en tant que député à l'Assemblée nationale, nous avons eu l'opportunité de voter le budget
qui doit pouvoir supporter cette charge d'activité. Mais malheureusement, la commission électorale indépendante ne veut pas entendre raison. Et elle va plus loin même pour dire qu'à défaut, nous ferons juste après les élections présidentielles. Je veux dire que ça n'a pas de sens. Parce que quand on vous dit en année électorale, c'est parce que nous estimons que c'est une année importante pour les Ivoiriens. C'est une année importante pour tout électeur ivoirien de participer au jeu démocratique et faire en sorte que son choix puisse être vraiment sa volonté puisse être exprimée au travers des urnes. Donc, en 2025, il est important, il est impératif même que nous puissions avoir une RLE. Une RLE. Parce que vous êtes sans ignorer que nous avons connu en 2024, lors de l'enrôlement, nous avons des parents en zone rurale qui ont eu des difficultés pour avoir les papiers nécessaires pour pouvoir se faire enrôler sur la liste électorale. Il y a eu aussi le retard, sinon le ralentissement des activités de l'administration publique qui a à charge de délivrer ces documents, certificats des nationalités, même les cartes d'identité, etc. Donc, nous avons notre part des responsabilités en tant qu'État de Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'il s'agit de faire les élections en 2025, nous avons le devoir de donner l'opportunité à ces électeurs-là qui ont eu, juste sortant du délai imparti en 2024, qui ont eu la possibilité d'avoir ces pièces-là, de se faire enrôler en 2025. D'autant plus qu'il y a de l'argent prévu pour cela, voté à l'Assemblée nationale, dont l'activité a été, je vais dire, acceptée de tous. Malheureusement, nous ne comprenons pas du tout pourquoi la commission électorale ne veut pas donner quitus à cela. Et ce qui est encore plus grave, dans le process, parce que vous faites croire que le temps est parti de main. Nous savons tous qu'en 2024, il y a eu des mineurs qui ont été enrôlés au titre de l'année 2025 parce qu'ils vont atteindre la majorité en 2025. Donc, si vous avez pris cette disposition, c'est-à-dire qu'il y a eu une RLE par anticipation. Donc, il ne faudrait pas faire deux poids, deux mesures. Il faut donner la possibilité aux populations qui peut-être ne sont pas mineurs, qui n'ont pas été mineurs en 2024 pour être majeurs en 2025, mais qui ont déjà leurs documents, pour puissent avoir la possibilité de se faire enrôler. Voilà. Là encore, ça pose problème et c'est vraiment dommage. Et je pense bien qu'il est important que la communauté internationale, nos partenaires, puissent vraiment puiser de tout leur poids pour que la commission électorale puisse entendre raison. Si la CEI s'en tient à son calendrier, malgré l'absence de candidats de l'opposition et du parti au pouvoir sur la liste électorale, ou désigné, n'est-ce pas la preuve de sa neutralité? Je dirais oui ou non. Non, parce qu'il n'y a pas de corrélation entre, je vais dire, les potentiels candidats et puis le fonctionnement de la commission électorale. Ce que nous disons, c'est que la commission électorale indépendante doit pouvoir respecter les dispositions du décret qui décline les modalités de recueil de signatures relativement au parrainage citoyen. C'est tout ce que nous demandons. Maintenant, quand on parle du volet politique, nous disons que quand même, qu'on le veut ou non, l'électorat national, c'est le parti au pouvoir, c'est l'opposition. Donc, si au niveau de l'opposition, il y a des candidats, au niveau de l'opposition, nous avons nos candidats qui ont été déclarés, qui ont été de façon démocratique élus, choisis par leurs militants respectifs. Nous, au PDC-RDA, il y a eu une convention. Nous avons désigné le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Au PPAC, il y a eu une convention, j'en dirais le président Laurent Gbagbo. Et bien évidemment, nous estimons que nous sommes en droit de faire le parrainage convenablement. Mais lorsque, dans chemin faisant, on inclut un dispositif qui nous empêche d'avoir accès aux outils pour recueillir, je vais dire, les électeurs pour le parrainage, il y a lieu de s'inquiéter. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, concernant relativement au parti au pouvoir, nous savons tous, c'est des autorités publiques. Nous savons que on nous dit soit le président Ouattara est partant, soit il ne l'est pas. Donc, je veux dire qu'à leur niveau, il n'y a pas d'entorse. Mais nous, il y a entorse parce que nous avons des candidats déclarés, des candidats qui ont été choisis de façon délibérée par les militants et qui, malheureusement, ne peuvent avoir accès, je pense bien, au regard du mode opératoire, ne peuvent pas avoir accès aux outils nécessaires pour faire le parrainage. Mais on nous espérait que ce soit vraiment quelque chose de pas vrai, parce qu'il nous revient que ce dispositif-là n'existe plus. En tout cas, je pense que la commission électorale a intérêt, au regard de tout ce que nous savons, a intérêt à faire en sorte que la légalité soit respectée. Merci. Madame la vice-présidente, votre avis sur la question? Mais vous savez, la partialité de la CEI est flagrante et de jour en jour, tout le temps, on le voit. Figurez-vous qu'en juin, là, le 25, ils avaient donné une deadline pour donner les noms et tout ça pour
les candidatures. Mais vu que eux-mêmes, je dis eux parce que moi je taxe la CEI d'être membre du RDR, enfin du Rassemblement des démocratiques. Du RADP, c'est ça. Donc, ils ont reporté, ils ont annulé ce deadline sous prétexte que, bon, il fallait que tout le monde soit... Ils ont rallongé simplement parce que le RADP n'a pas pu donner encore son candidat. Alors qu'on a vu qu'il nous pressait d'ailleurs, il pressait l'opposition de nommer les candidats et d'aller de collecter les documents pour le parrainage. La CEI est partiale. La CEI n'est pas du tout l'organe approprié en ce moment pour ces élections-là, pour conduire l'élection à venir. L'élection présidentielle est trop importante. Cette élection de 2025 est cruciale pour la Côte d'Ivoire. Et non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour tout le monde entier, surtout pour l'Afrique, pour les pays de la sous-région qui nous regardent. Nous sommes la locomotive de la sous-région. Et si cette fois-ci, là, en 2025, nous ratons ce coche-là, d'avoir une élection inclusive, transparente, démocratiquement acceptée par tous, on ne sait pas où est-ce qu'on ira. Moi, je ne voudrais pas préjuger de la commission électorale indépendante, mais je voulais m'attarder sur les faits. Vous savez que nous avions demandé au PDCRDA un audit de la liste électorale. Pourquoi un audit? Vous savez que ce qui est gênant, c'est qu'on a le sentiment que la commission électorale joue un peu sur... Il y a un jeu de mots qu'on n'arrive pas véritablement à cerner. C'est qu'elle nous dit que pendant la période du contentieux, il s'agissait d'un audit public. Un audit public. Bon, on nous dit que lors du contentieux, c'est l'impétrant, je dis, c'est le lecteur qui doit pouvoir soit dénoncer, soit pouvoir faire des réclamations et tout ça. Mais nous avons pris le soin au PDCRDA de faire un audit en interne, de regarder un peu la liste électorale. Nous avons ressassé un certain nombre d'irrégularités, même nos partis, les partis frères aussi également ont ressassé des irrégularités. Et nous avons voulu reverser tout cela à la commission électorale indépendante pour que déjà à son niveau, elle puisse faire le tri, analyser nos réclamations, nos irrégularités et puis voir pour les corriger. Malheureusement, nous n'avons pas eu gain de cause. Et ce qui revient malheureusement, c'est qu'on nous dit qu'une liste électorale, elle est perfectible. À tout moment, il peut y avoir des irrégularités, etc. C'est vrai, mais lorsque vous avez des irrégularités aussi flagrantes relativement à des gens qui ne doivent pas, des personnes qui ne doivent pas figurer sur la liste électorale qui y figurent, quand vous voyez des personnes décidées encore sur la liste électorale où on nous dit qu'on ne peut pas les retirer sous prétexte nous n'avons pas les certificats de décès. Pourtant, il est constaté de visu que ces personnes-là ne sont pas en vie. Je pense qu'il faut que nous fassions l'effort d'avoir une fiche électorale les plus travaillées, les plus plausibles, les plus justes, hein, pour que nous puissions aller à des élections assez crédibles. Donc, je crains que la commission électorale indépendante joue franchement le jeu. Et c'est dommage parce que, comme l'a dit tout à l'heure Madame la vice-présidente, nous avons connu des élections difficiles dans les années antérieures avec son corollaire de mort, de meurtres sûrs, et nous ne voulons pas du tout revivre cela. Nous estimons qu'il est important que nous fassions preuve de transcendance, nous puissions nous élever pour comprendre que nous avons une seule Côte d'Ivoire, nous avons le devoir de la préserver, nous n'avons pas une Côte d'Ivoire en réserve ou une Côte d'Ivoire à présager, nous avons une Côte d'Ivoire. Donc il est important que tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs du processus électoral, que nous puissions jouer le jeu franchement et que nous puissions avoir des élections des plus crédibles. Des plus crédibles. Voilà ce que je pense de... Si une réforme du système de parrainage est envisagée, quelles seraient les actions qui pourraient être proposées par vous, les partis d'opposition? Bon, écoutez, le PDCI en a fait assez de propositions. Vous savez, nous avons un personnel assez outillé en matière de gestion des élections au PDCRDA. Et Maître Blessy, qui est en charge de toutes ces opérations de vote, etc., a été clair. Il nous faut un audit de la liste électorale. Il y a eu l'enrôlement, etc., mais il faut auditer. Auditer, ce n'est pas jeter l'opprobre sur la commission électorale indépendante. Auditer, c'est de faire en sorte que la liste soit la plus crédible possible. Parce que vous savez qu'il y a toujours des électeurs
sinon qui rentrent dans les mailles, qui veulent être sur la liste électorale. Et lorsque vous avez un parti politique qui a pris le temps de regarder et qui a ressassé un certain nombre d'irrégularités, je pense bien qu'ils sont au bénéfice même de la commission électorale, puisque ça c'est même d'éviter, un travail de plus, puisque les partis politiques ont déjà travaillé sur la liste électorale. Donc il faut qu'il y ait une gestion participative, une gouvernance participative de la commission électorale indépendante avec tous les partis politiques de la société civile pour que nous puissions avoir un fichier des plus crédibles. Voilà. Donc d'abord l'audit électoral et puis la RLE aussi en 2025. Parce que nous ne pouvons pas aller à une élection présidentielle 2025 sans une RLE qui me paraît très pertinente, dans la mesure très pertinente, puisque nous avons un certain nombre, nous avons une marge de population qui souhaiterait être sur la liste électorale, qui est aujourd'hui tous les documents nécessaires. Il faut leur donner l'opportunité d'être sur la liste électorale. Il se reste qu'en 2 semaines ou en 1 semaine, c'est possible, c'est faisable. Et je pense bien qu'il faut de la volonté politique, de la volonté citoyenne pour que vraiment tout le monde puisse être d'avis de ce que nous puissions avoir des élections les plus transparentes en 2025. Merci honorable. Madame la vice-présidente, qu'est-ce qui pourrait être amélioré au niveau du système de parrainage avant les élections d'octobre 2025? Vous savez, le système de parrainage, à notre avis, doit être vraiment révisé, revoir. D'abord, il faut réduire le taux du seuil de 1% à peut-être 0,5%, ou il faut voir ça. Il faut voir la possibilité du parrainage numérique, coaché, c'est-à-dire accompagné, expliqué juridiquement, le parrainage numérique. Ensuite, il faut une campagne d'information. Le citoyen ne sait pas du tout que cette opération, c'est pourquoi. Ce parrainage-là, il faut faire une très bonne campagne nationale d'information sur le parrainage. Et évidemment, l'encadrement, il faut encadrer ce système-là par des personnes indépendantes hors de cette CEI. C'est-à-dire, on peut prendre des organes mixtes comme la société civile. Le parrainage doit exister. S'il doit exister effectivement, qu'il soit un outil de démocratie participative. Pas du tout une arme de dissuasion électorale, non. Merci Madame la vice-présidente. Honorable, au-delà du parrainage citoyen, vous aviez travaillé récemment sur un projet de parrainage de bureau de vote. Qu'en est-il exactement de ce... Écoutez, d'abord, il y a le parrainage citoyen qui est initié par la Commission électorale indépendante, où on donne la possibilité aux candidats à la candidature des partis politiques de recueillir un certain nombre de signatures, comme on l'a dit, 1% par région, 50% des régions au plan national. Et moi, en ce qui me concerne, c'est une activité interne au PDCADA, parce qu'il s'agit du parrainage de bureaux de vote. Ce sont des parrains des bureaux, ce sont des personnalités que nous recrutons et nous venons en appui en termes d'encadrement, d'assistance matérielle et même financier du personnel politique local qui aura à charge des opérations de vote lors des élections et même avant. Donc, c'est une activité interne au PDCADA. Vous savez que nous avons à peu près plus de 25 000 bureaux de vote. Donc, il faut couvrir toute l'étendue du territoire national. Et nous avons souhaité avoir des parrains par lieu de vote. Les parrains par lieu de vote, qui ont pour rôle d'assister le personnel politique local en charge des opérations de vote pour qu'ils puissent maîtriser toutes les étapes pour que nous puissions avoir le maximum d'électeurs au bénéfice du candidat Cheikh Tidiane Thiam. C'est tout simple. Donc, c'est interne au PDCADA, c'est une action politique, en même temps une action technique d'appui. Et nous sommes en corrélation avec Maître Blessy, qui est en charge de toutes les opérations de vote. Et nous pensons apporter notre assistance à Maître Blessy pour que le jour du vote, il puisse avoir le maximum de personnel suffisamment outillé pour avoir une gestion de proximité de notre électorat. Merci. Un dernier message à l'endroit des téléspectateurs avant d'aborder le thème suivant. Écoutez, le dernier message, je voudrais m'adresser surtout à la Commission électorale indépendante. Vous savez, je n'ai pas de problème avec les acteurs de la Commission électorale indépendante en tant que compétence. Mais je me dis qu'en tant que citoyen, j'ai vraiment un problème parce que j'estime que nous avons le devoir de préserver la Côte d'Ivoire. Donc, il faut éviter les situations fâcheuses.
surtout des situations qui font entorse à la règle établie par tous, comme ce fut le cas des dispositions qu'ils ont introduites relativement au processus de recueil des signatures pour le parrainage citoyen. Et je pense qu'il n'est pas encore tard. La Commission électorale a toute la possibilité d'organiser une RLE en 2025. Elle a la possibilité de procéder à un audit. Elle peut s'appuyer sur déjà l'audit effectué par les partis politiques en termes d'outils d'aide à la décision ou d'appréciation de ce qui se fera en interne, et puis avoir un fichier des plus crédibles. Il n'est pas tard. Tout est une question de volonté politique. Et je pense bien que si la volonté y est, si la volonté de jouer son rôle de neutralité, son rôle d'impartialité, je pense bien que la Commission électorale pourra réussir sa mission. À défaut, si ce n'est pas le cas, nous en appellerons purement et simplement à sa dissolution. Merci, Madame la Vice-Présidente. Pour conclure, en fait, sur ce thème-là, nous en appelons vraiment à la CEI. Mais avant même la CEI, puisque la CEI est, pour nous, elle n'est pas indépendante du tout. Donc, le pouvoir doit offrir la paix aux citoyens, doit offrir la paix à la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il ouvre le jeu électoral. Le pouvoir doit permettre, franchement, nous appelons à un dialogue politique post-électoral. Ce n'est pas parce qu'il faut forcer des élections et puis récolter maintenant ce qui fâche et après venir jouer au médecin. Non. Le pouvoir doit ouvrir le jeu, doit autoriser la CEI d'ouvrir le jeu, de faciliter, d'ouvrir effectivement, comme l'a dit l'honorable, une nouvelle RLE. La RLE, en quoi on ne peut pas la faire maintenant, avant les élections? Pourquoi? Il semble qu'il y ait au moins des milliers de personnes en ce moment qui sont en attente de cette ouverture. C'est des Ivoiriens, ils veulent s'exprimer. Il faut que le pouvoir accepte de parler avec son opposition avant les élections. Une table ronde est nécessaire. Il faut qu'on s'écoute. Nous sommes des Ivoiriens dans un pays de dialogue. Il faut savoir s'écouter. Éviter tout ce qui fâche, tout ce qui a fâché. Nous souhaitons franchement que le pouvoir ouvre, appelle les acteurs en face de lui pour parler de la Côte d'Ivoire. Pour parler de la Côte d'Ivoire de 2025. Parce que, voyez-vous, 2025 ne sera pas 2020. Non, nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons plus de ça. Nous sommes trop responsables pour que nous basculions encore dans l'inconnu. Donc, j'en appelle vraiment à la responsabilité du pouvoir en face, du pouvoir du président Alassane, qu'il fasse violence sur lui, qu'il comprenne qu'il a été un acteur, il a bien géré le pays, il a développé le pays, mais qu'il facilite, qu'il mette en place un processus électoral inclusif, où tout le monde a confiance, tout le monde aura confiance, qu'il soit l'arbitre. Franchement, à mon sens, il gagnerait à ouvrir ce jeu-là pour pouvoir, enfin, que la Côte d'Ivoire fasse au moins une transition pacifique. On n'a jamais connu de transition pacifique d'un sortant à un entrant. Donc, Excellence, Monsieur le Président Alassane, cher papa, nous les femmes, la semaine dernière, on vous a interpellé. Mais nous encore aujourd'hui, nous nous permettons de vous interpeller. Donnez la paix à la Côte d'Ivoire.
Donnez-nous la paix. On n'a plus besoin de se regarder en chien de faïence. Non. Et j'en appelle vraiment à la population de rester sereine parce que, effectivement, 2025 ne sera pas 2020. Je vous remercie. Merci, Madame la Vice-présidente. Au regard de tout ce qu'il a dit tout à l'heure, Madame la Vice-présidente, c'est vraiment très important que nous puissions avoir un dialogue politique inter-partis politiques, y compris également en ajoutant la société civile. Et pour ceux qui ont bonne souvenance, lorsque j'étais candidat à l'Assemblée nationale, j'avais proposé au groupe parlementaire qu'au regard du fait que chaque candidat avait droit à 15 minutes, c'était l'opportunité de susciter un certain nombre de candidats et à chaque candidat une thématique pour vraiment aborder les questions de la Côte d'Ivoire devant les diplomates, devant tous ceux qui seront là lors des élections à l'Assemblée. C'est vrai que je n'ai pas été écouté en son temps, mais cette fois-ci, ça a été, puisque vous avez vu que lors de la clôture de la session, avec la présence de tous les diplomates et tout ça, est-ce qu'on avait le choix? Ce fut une action déplorable, parce que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, mais nous n'avons pas eu le choix. D'autant plus que nous n'avons pas une oreille attentive à nos préoccupations. Le dialogue politique est fermé, donc malheureusement, nous étions obligés de sortir pour marquer notre désapprobation au regard de tout ce que nous vivons aujourd'hui, les arrestations arbitraires, les dérives de la Commission électorale indépendante, etc., etc. Donc nous en appelons vivement à un dialogue politique et entre acteurs politiques pour que nous puissions préserver la Côte d'Ivoire de tout mal. Voilà. Merci. ONU, CEDEAO, Union africaine, leur présence s'intensifie en Côte d'Ivoire. Surveillance bienveillante ou signal d'alerte dans un contexte électoral tendu. Très chers invités, on se pose la question de savoir pourquoi les missions internationales sont-elles de plus en plus présentes en Côte d'Ivoire. Bon, écoutez, comme j'ai l'habitude de dire, aucun État ne vit en autarcie. Nous faisons partie de la communauté internationale et il y a des organisations qui existent, l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO, et ce sont des démembrements, c'est de façon très stratifiée. Et donc, ils ont certainement les échos, des prémices relativement à la situation préélectorale où il y a des mécontentements, il y a des candidats qui sont exclus injustement, et tout ça, la tension est très vive. Donc, je considère que ce sont des missions d'anticipation. Mais personnellement, je suis un peu dubitatif quant à leur mission parce que mon inquiétude, c'est que je considère que nous vivons dans un état de droit international où la Côte d'Ivoire a eu à ratifier des conventions, des traités, des accords, etc. Et comme j'ai dit, aucun État ne vit en autarcie. Il y a la CEDEAO, qui est une entité, c'est une organisation sous-régionale, et cette organisation sous-régionale fait partie de l'organisation africaine, qui est l'Union africaine. Et quand l'Union africaine a des structures spécialisées comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, où la Côte d'Ivoire a eu à ratifier, la création, et donc elle considère qu'elle a assujetti à toutes les décisions qui émaneraient de cette Cour-là. Et vous savez, pour ceux qui ont bonne souvenance, il y a eu le président Soro Guillaume, de même que le président Laurent Gbagbo, qui ont pris attache avec cette Cour pour être dans leurs droits. Et la Cour a rendu des décisions. Et malheureusement, ces décisions n'ont pas été respectées par l'État de Côte d'Ivoire. Là où la Côte d'Ivoire devait respecter, parce que pour les juristes, vous savez, je ne suis pas juriste, mais je sais à peu près que dans la hiérarchie des normes juridiques, lorsque vous ratifiez des accords internationaux, vous avez le devoir de les mettre en conformité avec votre constitution et de les respecter. Malheureusement, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas respecté ces arrêts-là. Et je me demande à quoi sert véritablement la venue de la CEDEAO si vous avez un de vos acteurs, sinon de vos membres qui ne respectent pas les dispositions réglementaires internes arrêtées par tous. Voilà un peu mon inquiétude. Donc je pense que ce qui est important aujourd'hui pour ces organisations-là, c'est d'appeler l'attention du pouvoir pour qu'elles respectent le droit. Parce que c'est le droit qui permet de gouverner la société, c'est le droit qui départage, les citoyens. Et mon souhait, c'est que la communauté internationale doit pouvoir dire le droit et dire ce qui est, et non user de diplomatie, souvent même de subterfuge, etc. Il faut dire ce qui est pour que la justice soit une bonne justice pour tous. Merci, honorable. Madame la vice-présidente, votre avis sur la question? L'arrivée de ces missions internationales, surtout d'observation en Côte d'Ivoire, marque chaque fois le début d'un cycle électoral, du cycle électoral.
Ils viennent s'enquérir du bien fondé, surtout de la bonne organisation de ce processus électoral. Et ça donne espoir. Non seulement la population, l'opinion publique a espoir de les voir, surtout pour ces élections de 2025, mais elle se pose aussi des questions, beaucoup d'interrogations. Est-ce que cette communauté internationale-là ne va pas encore venir et repartir, disparaître et nous laisser dans nos problèmes? En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des missions. Elle doit encourager la fiabilité de l'élection, du processus électoral. Je suppose qu'elle fait des propositions. Madame la vice-présidente, c'est dans ce sens-là que certaines de ces missions internationales ont eu des rencontres avec des partis d'opposition. C'est ça. Est-ce qu'il y a des revendications qui ont été faites et quelles ont été les réponses de ces missions internationales? Mais justement, on a fait beaucoup de revendications, par exemple, concernant l'ouverture d'une RLE, l'audit de la liste électorale. D'abord, asseyons-nous, discutons. Mais ce qu'on a entendu, la CEDEAO, je crois, et l'ONU disent que c'est des affaires inter-ivoiriennes et qu'ils ne peuvent pas s'auto-impliquer dedans. Mais non, alors pourquoi ils viennent? Ils attendent que ça brûle d'abord avant qu'ils viennent ou bien quoi? J'aimerais bien comprendre. Nous souhaitons effectivement que cette communauté internationale joue un rôle non seulement impartial, mais qui joue un rôle, il y a une attitude de fermeté. C'est vrai que tous les pays se disent souverains, donc ils n'ont pas, surtout la Côte d'Ivoire. On a vu le cas en 2020, quand la CEDEAO avait dit à la Côte d'Ivoire de réinscrire non seulement le président Gbagbo, mais Soro Guillaume sur la liste. Elle s'est dessaisie de cette institution sous prétexte qu'elle était souveraine. Alors, cette année-là, qu'est-ce que ces communautés, ces observateurs, ces missions internationales vont proposer encore pour que la Côte d'Ivoire entende? Nous pensons que c'est nous. Il nous revient à nous, les Ivoiriens, d'être fermes, que cette fois-ci, nous devions régler notre problème en interne. Nous devons exiger du pouvoir de nous asseoir et de régler nos problèmes. On répète, on a de cesse de répéter, nous voulons une ouverture transparente, une ouverture, une possibilité que le processus électoral soit transparent, soit inclusif, soit apaisé surtout. Et vous espérez que la communauté internationale joue un rôle proactif dans ce processus? Proactif? Non. Ils ont pris le devant comme ça, mais ils ne font rien du tout. Moi, je ne vois rien. Hein. Je ne vois rien. Ils traînent, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision depuis? Et que il n'y a aucun changement. Depuis des mois, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Mais quel est l'apport, quelle est la plus-value de leur mission sur les décisions de la CEI et surtout sur le pouvoir? Rien du tout. Ils avancent selon leur calendrier. Vous avez dit ici, la CEI avance dans son calendrier. Vous avez même dit que dans ce cas, la CEI est impartiale parce qu'elle utilise son calendrier. Mais un calendrier aux ordres, un calendrier imposé qui fâche, un calendrier qui fâche. La population n'est pas d'accord. Les acteurs politiques ne sont pas d'accord. Ouvrez le jeu démocratiquement, qu'on puisse aller à des élections justes et transparentes, inclusives. C'est la croix et la bannière. Moi, je me pose des questions sur l'opportunité, surtout sur sur ces missions internationales, oui. Honorable, est-ce que vous pensez que les missions internationales doivent outrepasser leur rôle de médiateur et s'impliquer activement dans le climat politique ivoirien? Non, écoutez, je vais être clair avec vous. Moi, d'abord, il faut d'abord apprécier les missions. Moi, je considère que c'est l'expression de l'échec de la classe politique ivoirienne. C'est l'échec de nous tous.
Parce que la Côte d'Ivoire, je considère qu'elle atteint la maturité. Elle aura 65 ans bientôt d'indépendance. Nous avons le devoir d'apprendre à nous parler, à régler les problèmes de par nous-mêmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et celui qui a le pouvoir doit pouvoir être à l'écoute de son peuple. Malheureusement, il y a, je veux dire, des échanges de sourds entre le pouvoir et l'opposition, d'où la venue de ces missions-là en Côte d'Ivoire. Pour moi, il ne doit pas outrepassé ses prérogatives. Les missions internationales sont assez claires, c'est de la médiation, c'est de la diplomatie, mais tout ça doit être confiné dans de la réglementation. Parce que lorsqu'il existe des mécanismes à l'international pour résoudre des problèmes qui se posent à un État, même étant souverain, parce que ces mécanismes sont des mécanismes du droit international. Il doit pouvoir dire à celui qui a fauté, vous avez fauté, pouvoir dire à celui qui a raison, tu as raison, et celui qui n'a pas raison, tu n'as pas raison. Mais il ne s'agit pas de jouer un peu les équilibristes, faire une médiation mi-figue, mi-raisin, ça ne donne pas les résultats qu'il faut. Moi, je souhaiterais que... Est-ce que ça ne serait pas de mettre de l'huile sur le feu que de trouver des coupables et des victimes dans une situation non. déjà tendue? Toute organisation se nourrit de vérité. C'est dans la vérité que nous ressentons les bonnes choses. Il ne s'agit pas de se jouer les... Non, c'est dans la vérité. La vérité, elle ne blesse pas, elle ne réjouit pas les yeux, mais quand même vous permet de vous affranchir de la servitude, de vous affranchir d'un certain nombre de choses et de jouer juste. Voilà. Nous n'avons pas la prétention au PDCRDA d'avoir toujours raison, mais nous estimons que lorsque vous aviez quelqu'un comme le ministre Diane Thiam, qui a été DG du Bénin, qui a été ministre de la République en Côte d'Ivoire, qui a eu à participer sur des projets importants en Côte d'Ivoire, qui a représenté la Côte d'Ivoire à un certain niveau au plan international, qui est respecté du monde entier et qui, de façon très injuste, on estime qu'il n'a pas été ivoirien ou n'est pas ivoirien. Vous voyez que la dignité est touchée là et à travers lui, c'est tout un peuple, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui se trouve fortement indigné face à cette situation. Je pense bien qu'il faut qu'on ait, un comportement véritablement citoyen pour que tous les Ivoiriens se sentent dans la chose publique et puissent de façon délibérée vouloir participer à la vie publique. Il ne faudrait pas que ce soit le choix d'individus ou d'un groupuscule qui veut peut-être, s'accaparer du pouvoir, etc. Je ne dis pas, dans toute prétention mise à part, je ne dis pas que c'est le cas, mais j'estime qu'il est important que nous puissions nous parler, d'où l'appel au dialogue politique que le PDCI appelle de tous ses vœux pour que nous puissions nous parler en tant que frères d'abord et en tant qu'adversaires politiques respectueux de nos différences. Pensez-vous que ces missions peuvent être véritablement influencer ou améliorer le climat politique ivoirien? Écoutez, ça dépend des personnes qui la composent et surtout de l'organisation qui la mène. Toute organisation qui se veut crédible doit pouvoir mener les missions, je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre du respect du droit international et dans le respect de la Constitution des États où certainement cette mission-là vient pour régler des problèmes. C'est tout. Voilà, donc nous osons espérer que ces missions-là réussissent et qu'elles fassent en sorte que nous puissions avoir des élections les plus inclusives possibles et surtout des élections transparentes où les résultats sont acceptés de tous. Merci honorable. Madame la vice-présidente, quelles actions attendez-vous concrètement de la part de ces missions internationales? Concrètement, qu'est-ce que vous voulez qu'on attende? Ils n'ont qu'à déjà mettre en œuvre ce pourquoi ils sont venus. Il ne peut pas se substituer à la nation. Vous comprenez? Il faut que nous prenions nos responsabilités. Leur rôle, c'est juste nous accompagner. Ils ne sont pas venus pour nous imposer, ils ne peuvent pas décider à notre place. Donc, l'enjeu surtout, c'est que quand ils vont finir et qu'ils vont faire un rapport, et que ce rapport-là ne soit pas mis dans les tiroirs, et que le pouvoir et tous les partis aient ce rapport sur lequel on doit avancer. Ils viennent, ils font des rapports, ils s'en vont, on n'a pas de suite. Donc le mieux vraiment, il serait bon que ces missions-là essaient de désamorcer franchement certaines tensions. Que ces missions-là encouragent les réformes faites par l'opposition.
Est-ce que ça ne serait pas prendre parti pour l'opposition? Non, ils voient la vérité. Écoutez, on dit il y a des élections. Il y a une liste opaque. Une liste où il se trouve des gens qui ont 500 ans. Ou 500 enfants. Une liste électorale biaisée, opaque, au vu de tout le monde. Seul la CEI et le pouvoir en place trouvent que cette liste-là est fiable. Alors, s'il y a une tierce personne qui vient pour y mettre, pour jeter un œil et qui voit cette réalité tangible, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit demander au pouvoir de revoir ça afin que les tensions baissent, afin qu'il n'y ait pas de revirement de situation comme on a connu par le passé. Il faut que cette liste électorale soit auditée. Il faut qu'ils ouvrent la RLE. Il faut que cette élection de 2025 soit inclusive. Il faut que ceux qui veulent être candidats soient candidats. Et le peuple ivoirien mature comme il est, fasse son choix. La communauté internationale doit abonder dans ce sens-là et proposer cela au monde entier. Parce qu'on a vu les autres, mais on n'a pas encore vu l'ONU. Nous attendons l'ONU. Nous pensons que l'ONU... D'ailleurs, nous proposons moi, à mon autre sens, c'est parce que c'est l'ONU, les dernières élections, qui a certifié l'élection, qui a, avec l'Union européenne, investi monstrueusement, financièrement, de l'argent pour que la Côte d'Ivoire ait les élections de 2010. Avec tout cela, on va encore replonger dans les mêmes dérives. Mais ce n'est pas possible. La communauté internationale ne doit pas accepter ça. L'ONU ne doit plus accepter ça. Je suis d'avis avec vous, Madame la Vice-présidente, que l'ONU doit pouvoir vraiment agir. Vous savez qu'en 2008 et 2009, si j'ai bonne souvenance, c'est l'ONU qui a certifié le fichier électoral parce qu'il a eu à dépoussiérer et tout ça. Et après cela, il y a 6 reprises d'avoir retouché la liste électorale. Je pense bien que comme aujourd'hui tous les acteurs ne sont pas d'avis sur la liste électorale, l'ONU peut s'auto-saisir pour regarder ce fichier électoral et certifier ce fichier électoral-là. Et puis en ce moment, on ira aux élections de façon toute sereine. Donc je suis d'avis avec vous qu'il faut qu'on puisse pallier au plus pressé l'engagement du pouvoir, l'engagement de l'opposition et l'engagement de la communauté nationale à travers l'ONU pour que nous puissions vraiment aller sereinement aux élections. Un dernier message à l'endroit des téléspectateurs avant de clore cette émission. Alors, mon mot de fin, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est de m'adresser aux Ivoiriens. Je voulais tout simplement dire aux Ivoiriens de rester sereins, de rester calmes, parce que vous avez la chance d'avoir une opposition très citoyenne qui n'est pas portée sur la violence. Nous avons nos méthodes de pression. Vous avez vu que le ministre Cheikh Tidiane Thiam parcourt le monde entier parce que, comme je l'ai dit, aucun État ne vient en autarcie pour voir nos partenaires à l'international pour qu'ils puissent interpeller davantage le pouvoir en place pour comprendre que nous avons le devoir de nous parler pour trouver des solutions à l'ivoirienne et faire en sorte que les populations ivoiriennes ne puissent pas souffrir de craintes quant à l'avenir. En tout cas, nous sommes engagés en tant qu'élus à jouer notre partition aux côtés du président du parti et je reste convaincu qu'avec toute cette machination qui est en cours, nous allons faire obstacle à tout cela. Et le président Tidiane Thiam, je reste convaincu, sera le futur président de la République de Côte d'Ivoire, au bénéfice de tous les Ivoiriens, et même ceux du RHDP, du PDCI, du PPACI, en tout cas de tous les Ivoiriens. Merci, honorable. Madame la vice-présidente. Aux téléspectateurs, donc aux Ivoiriens, nous leur demandons de rester vraiment sereins et que les futures élections de 2025 là seront à la demande populaire puisque tout le monde demande ces élections paisibles, transparentes, inclusives et une seule frange refusent, elles seront transparentes, paisibles, inclusives
et démocratique. Aux militants de mon parti, le PDC-RDA, je leur demande de croire, de rester focus sur l'objectif qui est d'accompagner notre président, notre champion, son Excellence Cheikh Tidiane Thiam, au palais de la présidence de la République au soir des élections de 2025. Nous demandons de lui faire confiance. Nous vous demandons de lui faire confiance. Aujourd'hui, vous avez vu, les Ivoiriens se sont entendus avec le PPACI, avec toutes les plateformes politiques. L'opposition ivoirienne est unie, une et seule, en face du pouvoir. Les enjeux sont faits déjà. Il suffit seulement d'ouvrir, de donner la transparence à ces élections afin que chaque Ivoirien aille faire son choix. Et nous souhaitons que ce choix-là soit porté sur notre président, le président Cheikh Tidiane Thiam. Je vous remercie. Ainsi s'achèvent les échanges de cet épisode d'Autrement politique qui ont permis d'éclairer des enjeux majeurs autour du système de parrainage électoral et de l'influence croissante des missions internationales. Merci à nos invités, à vous qui nous avez suivis et rendez-vous dans une semaine pour un nouveau regard, toujours autrement.